Quelle est la principale différence entre l'homme et la machine? En fait, cette question, elle nous obsède depuis au moins l'Antiquité. Platon essayait déjà d'y répondre. Et invariablement, quand on vous pose la question, quand on se pose cette question, c'est toujours la même qui revient en premier. Ce sont les émotions. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est est-ce qu'il est possible qu'une machine ressente des émotions? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut ressentir des émotions? Et on va voir qu'il y a plusieurs étapes pour y arriver, si c'est possible. La première, c'est être capable de représenter de manière artificielle les émotions. Et ça, on sait le faire depuis pratiquement la nuit des temps. Ici, vous avez une image d'un masquenot japonais, et il exprime parfaitement des émotions. En fait, toute l'histoire de l'art nous montre qu'on est capable d'exprimer des émotions que tout à chacun est capable de reconnaître. Donc le problème, il n'est pas là. Aujourd'hui, on sait exprimer des émotions avec des avatars, avec des robots. Le deuxième problème, c'est reconnaître les émotions des autres. Alors ça, pendant de longues années, ça a été difficile, et aujourd'hui, avec des progrès justement en intelligence artificielle, on est capable de le faire. On est capable d'analyser l'image, on est capable de reconnaître certains motifs dans du son pour être capable de dire, ben voilà, mon interlocuteur, il est dans cet état émotionnel. Mais ce n'est pas suffisant. Exprimer des émotions, reconnaître les émotions chez ses interlocuteurs, ce n'est pas suffisant. Il faut que la créature artificielle, l'intelligence artificielle, soit capable elle-même de ressentir ces émotions, en tout cas d'avoir quelque chose qui simule ce ressenti d'émotion. Chez nous, tout se passe dans le cerveau. Donc, vous savez, le cerveau, c'est une machine hyper complexe. 100 milliards de cellules interconnectées entre elles. C'est probablement l'objet le plus complexe qu'on connaisse aujourd'hui dans l'univers, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc, est-ce qu'on peut, avec une machine, essayer de reproduire cette histoire d'émotion qui se trouve finalement dans notre cerveau? Alors, c'est une question également assez ancienne, mais bon, par rapport aux Grecs, elle est plus récente dans l'histoire. Les premiers à se poser la question de reproduire dans une machine la structure du cerveau, ce sont McCulloch et Pitts en 1943, qui étudie en fait la structure d'un neurone. Alors, vous savez, ce neurone, c'est une cellule, comme toutes les cellules de notre corps, avec un corps cellulaire, un noyau avec de l'ADN. Mais cette cellule a cette particularité étrange d'avoir des entrées qui répondent à des stimuli électriques, et puis une sortie, l'axone, qui va communiquer la réponse, ce qu'a calculé, entre guillemets, le neurone. Et McCulloch et Pitts, en 1943, ils inventent un modèle formel, un modèle mathématique abstrait de ce neurone en essayant de retrouver ses caractéristiques. Et ils vont démontrer en particulier, malgré sa simplicité, parce que cet automate, c'est un petit automate relativement simple que je vais vous décrire, en mettant un certain nombre, ça peut calculer à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas de limite. C'est une machine universelle. Alors à quoi ça ressemble un neurone abstrait pour ceux qui font de l'intelligence artificielle? Au moins à l'époque de McCulloch et Pitts, ça a plusieurs entrées, comme le neurone naturel. À cette époque-là, on a des fanas, des 0 et des 1, donc il va y avoir du binaire à l'entrée. Et sur chacune de ces entrées, on met un coefficient. Et le calcul va être extrêmement simple, on va multiplier l'entrée par ce coefficient. Ça va permettre de donner finalement l'importance de cette entrée par rapport aux autres. Et ensuite, on fait une addition. C'est ce qu'on va parler en mathématiques de somme pondérée. Bon, un terme un peu compliqué pour dire simplement, on prend les entrées, on les multiplie et on fait une somme. Et juste derrière cette somme, on obtient un nombre, on va prendre un seuil. Et si le nombre qu'on obtient est supérieur à ce seuil, alors le neurone va sortir un 1. Dans le cas contraire, si on est inférieur à ce seuil, il va sortir un 0. Vous voyez, c'est une machine relativement simple. Et malgré ça, elle est capable, si on en met un certain nombre, de réaliser à peu près toutes les fonctions qu'on peut imaginer. L'intuition de McCulloch et Pitts, c'est qu'en plus, elle peut être capable d'apprendre. Contrairement aux autres approches logiques avec des opérateurs, qui fondent d'ailleurs l'électronique moderne,
cette machine-là serait capable d'apprendre, comme notre cerveau, comme nous sommes capables d'apprendre. En 1958, vous voyez, ça remonte déjà à plus de 60 ans, eh bien, un autre Américain, Frank Rosenblatt, invente en quelque sorte la première machine où il va essayer de mettre en rapport plusieurs de ces neurones sous une architecture extrêmement simple, très régulière, des entrées qui vont prendre eh bien, la perception du réseau, une couche interne qui va en quelque sorte effectuer les calculs, et une couche de sortie. Et il démontre encore une fois que cette machine est potentiellement capable de calculer tout ce qu'on peut imaginer. Le seul hic, c'est qu'on ne sait pas encore lui apprendre correctement. En fait, on a très peu d'idées de la manière dont on pourrait apprendre à cette machine. On a bien sûr des idées, mais en pratique, elles ne fonctionnent pas. Il va falloir attendre les années 1980, et les découvertes d'un Français en particulier, Yann Lequin, et puis d'un Canadien à Toronto, George Hinton, pour finalement trouver l'algorithme qui va nous permettre d'apprendre à ces machines. Mais trouver l'algorithme théoriquement, ça ne suffit pas. Ce n'est que très récemment, en fait 2012-2013, qu'on a compris comment l'utiliser correctement. Et c'est pour ça qu'on est dans une période, un nouvel âge d'or de l'intelligence artificielle, où les applications, tout un ensemble d'applications deviennent enfin possibles. Donc avec ce type de machine, est-ce qu'on pourrait coder quelque chose qui nous fasse penser à des émotions ? Eh bien, ça a été l'objet d'un des projets qu'on a mené. Et une manière d'y arriver, c'est ce métabolisme émotionnel, c'est de s'inspirer, bien sûr, celui du vivant, celui des hommes. Je ne vais pas vous le décrire en détail, mais relativement succinctement, on entre les stimulés, il y a une partie intégration, et finalement, le métabolisme émotionnel, il va jouer à 3 niveaux, celui de la personnalité. On a tous une personnalité différente, hein, on est introverti, extraverti, etc. Un deuxième niveau, c'est toutes les émotions qui durent une quinzaine, une vingtaine de secondes. Et puis enfin, les émotions instantanées. Toutes les émotions comme la surprise par exemple, qui va résulter d'un événement. Et on va ensuite arriver vers modélisation, en fait, dans un espace à 3 dimensions. Parce que vous savez tous que les émotions sont très riches. Et donc, on va représenter cette émotion en fonction d'un certain nombre d'informations et on va placer dans ce repère en 3 dimensions eh bien, les principales émotions au sommet. Et finalement l'émotion de la créature artificielle, de l'intelligence artificielle, va être un point qui va se balader en fonction des stimuli dans cet espace à 33 dimensions. Donc elle va pouvoir évoluer de l'intérêt à la joie, à la détresse, à la colère, en fonction de ce qui est en train de se passer. On a décidé avec un ami, Florent Aziosmanov, qui est un artiste et auteur, eh bien, de tester ces idées dans un projet. Et on s'est attaqué là, on n'a pas eu peur, hein, on a osé, comme on a dit dans la première partie, à s'attaquer à une des pièces maîtresses de l'histoire de l'art, la Joconde de Léonard de Vinci. Elle nous a toujours tous inspirés hein, sur ce regard étrange, ce sourire énigmatique. Donc, poursuivre dans ce contexte l'idée du projet de Léonard de Vinci nous paraissait intéressant. Donc, comment on a fait ? Eh bien, on a réalisé une installation dans laquelle le spectateur peut être face à ce qui ressemblait étrangement au tableau de Léonard de Vinci, exactement à la même taille, avec un écran donc, qui va reproduire le tableau de Léonard de Vinci, exactement à la taille. Donc, dans un premier temps, les spectateurs s'approchent du tableau et croyant avoir une copie, pas l'original, hein, vous savez combien c'est difficile de la déplacer, cette dame. Donc voilà. Par contre, quand ils vont commencer à bouger, il va se passer un certain nombre de choses. On va capter les mouvements des spectateurs et ça va modifier le métabolisme émotionnel de notre Mona Lisa virtuelle et ça va influer évidemment sur sa représentation dans le tableau. Donc c'est ça le principe, hein. On capte ce qui se passe devant le tableau. Ces stimuli qui sont bio-inspirés, on s'est inspiré du fonctionnement de notre cerveau, sont intégrés dans un réseau de neurones un peu spécial et qui va en fait commander
l'expression des émotions sur une infographie en 3 dimensions. Une équipe d'étudiants assez conséquente là, a réussi à travailler sur ce modèle pour obtenir une qualité proche, je dirais, en tout cas qui peut nous tromper lorsqu'on regarde le tableau à une certaine distance. Donc qu'est-ce que ceci a donné? Eh bien, on l'a présenté il y a quelque temps déjà, et je vous laisse regarder le résultat. L'application se trouve en fait. C'est la version bêta 0.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 
Le projet continue, c'est un projet à longue échéance, bien sûr, pour travailler sur ce type de sujet. Je pense sincèrement qu'on a réussi notre coup avec cette Living Mona Lisa, parce que au bout d'un certain temps, quand on interagit avec elle, eh bien, on ne se souvient plus très bien du tableau original. Quel était finalement le sourire énigmatique de Mona Lisa? Et on la voit évoluer devant nous avec toujours cet air étrange, un peu parfois moqueur, hein. Et donc c'est relativement intéressant. Là, vous avez deux images, par exemple, d'expressions qu'on obtient lorsqu'on interagit avec Mona Lisa. Vous avez remarqué qu'on a essayé d'être le plus respectueux de l'œuvre également, hein. Mona Lisa ne fait pas de grimaces, elle ne se lève pas, elle ne fait pas de gestes spectaculaires, on reste toujours dans le contexte de l'œuvre souhaitée par Léonard de Vinci. Donc finalement, la question, est-ce qu'une intelligence artificielle peut ressentir des émotions? Donc, au travers de cette expérience, qu'est-ce qu'on en a conclu? Eh bien, ce qu'on en a conclu, c'est que finalement, est-ce qu'une machine peut ressentir des émotions? Déjà, c'est une question qui n'a pas de sens. Parce que la machine ne ressent rien. La machine n'est pas vivante. Et donc ça, c'est un premier point. Cette expérience nous a démontré que par contre, on pouvait capter les émotions des spectateurs, on pouvait reproduire les émotions dans un tableau d'une manière extrêmement réaliste, qu'on pouvait avoir un métabolisme émotionnel qui simulait les émotions de la Mona Lisa virtuelle, mais en aucun cas, même si on projette énormément de choses sur les robots, sur ce type de système interactif, la machine, elle, ne ressent absolument rien. On peut simuler, mais elle ne ressent rien. Et donc c'est très important à une époque où l'intelligence artificielle envahit notre quotidien, en tout cas il va le faire. L'événement le plus spectaculaire dans les prochaines années sera probablement celui de l'avènement de la voiture autonome. C'est une intelligence artificielle, c'est un robot à roues. Et donc cette histoire des émotions est importante. C'est aussi important de réfléchir à notre place finalement dans cette évolution qui est très importante dans les années qui viennent. Et je tiens beaucoup à expliquer, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, finalement, eh bien, cette histoire d'émotion, elle est beaucoup plus importante qu'on peut imaginer, puisque les machines ne ressentent pas des émotions. Cela signifie que l'homme a toujours sa place dans ces systèmes artificiels. Il faut systématiquement que l'homme soit dans la boucle pour rapporter cette dimension humaine, cette vie que n'ont pas ces systèmes dans les machines. Merci.